Alors je vais me faire poursuivre, disait Zola. Et il a écrit cette fameuse lettre au président de la République qui s'appellera « J'accuse », où il accuse nominativement des gens. Il dit « J'accuse Mercier d'avoir commis une forfaiture. J'accuse le premier conseiller de guerre d'avoir condamné un innocent. J'accuse le deuxième conseiller de guerre, le conseiller de guerre de Esterhazy, d'avoir sciemment déclaré innocent un coupable. » Et il ajoutait, Zola, et je sais parfaitement que faisant ce que je fais, je me place sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse concernant la diffamation, et c'est volontairement que je le fais, car je veux être poursuivi devant les assises. Boisdeffre est très ennuyé. Boisdeffre voit la manœuvre de Zola. Boisdeffre voit que Zola a imaginé d'arracher cette affaire au bureau militaire pour la passer devant un tribunal civil. Alors pendant 6-7 jours, Boisdeffre va insister auprès du gouvernement pour dire ne poursuivez pas Zola. Pas moyen de ne pas le poursuivre. Zola a accusé l'état-major. Enfin, crime de lèse-majesté, il faut qu'il soit poursuivi. Alors il sera poursuivi. Il va passer en jugement à partir du 7 février jusqu'au 23 février. Et naturellement, l'armée s'est arrangée pour qu'il soit condamné, pensez, il sera condamné, au maximum. 1 an de prison, 3 000 francs d'amende, mais il a gagné tout de même. Il a gagné parce que cette fois, la publicité des débats était ouverte, parce qu'il y avait toute la presse qui en parlait, et vraiment, on peut presque dire la presse mondiale. Alors quand on voyait jour par jour les comptes rendus des débats, on s'apercevait que cette histoire qui était claire en apparence, ne l'était pas du tout. Et qu'il y avait toutes sortes de chances pour que l'armée couvrît quelqu'un, couvrît cette Esterhazy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quels étaient ces mystères? Qu'est-ce que c'était ces souterrains? Bon, l'armée, enfin la haute armée semble avoir gagné puisque Zola est condamné. Mais regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il a été condamné le 23 février 98. Le 1er avril 98, le ministre de la Guerre prescrit au SR de refaire le dossier Dreyfus. Au cas où, on ne sait pas, enfin, au cas où des civils y mettraient le nez, au cas où il y aurait une révision. Il faut refaire le dossier, il faut le remplir. Ce dossier, vous savez, il était éthique, enfin, il n'y avait rien. Il va devenir obèse. Il aura maintenant 340 pièces. Nous y reviendrons là-dessus. Et puis d'autre part, on voit les principaux meneurs de l'opération se retirer. On voit Henry, par exemple, le commandant Henry, qui était acharné à la culpabilité de Dreyfus, qui déclare à ce moment-là qu'il en a assez de rester au SR, qu'il voudrait aller dans une campagne, faire une campagne coloniale, enfin c'est plus agréable. Et puis, dans un langage que j'ose à peine rapporter ici, il dit « Oh, je ne veux pas rester au SR, on n'y attrape que des coups de pied, etc. » Bon. Et puis d'autre part, voilà Gons, le général Gons, vous savez, le sous-chef, qui a des douleurs d'entrailles, il fallait sortir à ce moment-là. Et puis voilà Boisdeffre, qui a un anthrax dans le dos. Il dit, oh non, je souffre beaucoup, enfin, je ne peux plus rester là où je suis, est-ce qu'on ne pourrait pas me nommer ambassadeur à Saint-Pétersbourg? Ils sont en train de partir. Alors, le nouveau ministre de la Guerre, cette fois c'est un civil, il s'appelle Cavaignac, décide de vider l'abcès, parce que tout le monde parle de cette histoire de Dreyfus. Et il dit, je vais déclarer à la tribune de la Chambre la vérité là-dessus. Et le 7 juillet 98, Cavaignac va donner lecture d'une certaine pièce, le document écrasant, enfin le document qui prouve la culpabilité de Dreyfus. Un document qu'on ne connaissait pas encore en 94, mais qui était intervenu en 96, au moment, vous vous rappelez, où Castelin, le député, voulait faire une interpellation sur les manœuvres de la famille Dreyfus, et paraît-il, on avait trouvé, enfin le SR avait saisi à ce moment-là, une petite lettre au crayon, écrite par l'attaché militaire italien, Panizzardi, à son collègue allemand Schwarzkoppen, et la voilà, cette petite lettre que Cavaignac va lire à la tribune de l'Assemblée nationale. Il va dire, mon cher ami, j'apprends qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Cette fois, il n'y avait pas D, il y avait Dreyfus. Si on me demande à Rome de nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais eu des relations avec ce juif. Et si on vous demande, vous, de Berlin, dites comme moi, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui nous est arrivé avec lui. Évidemment, c'était écrasant. C'est la preuve que Dreyfus était coupable. Ça se passe le 7 juillet 98. Le 30 août 98. Le 30 août 98. Henry, le lieutenant-colonel Henry, va avouer dans le bureau du ministre de la Guerre que c'est lui qui a fabriqué ce document, que c'est un faux. Alors il est incarcéré le soir du 30 août, le 31 août dans l'après-midi, à 6 heures du soir, quand on vient lui apporter sa nourriture, là au Mont-Valérien, pas moyen d'ouvrir sa porte, il s'est barricadé, alors on enfonce la porte, et on trouve le colonel Henry étendu sur cette couchette, la gorge coupée, mort, et tenant un rasoir dans la main gauche, alors qu'il n'était pas gaucher. Madame Dreyfus immédiatement s'empare de l'affaire pour dire, eh bien, le seul document contre mon mari s'est écroulé puisque Henry a avoué que c'est un faux, je demande la réhabilitation. Il faudra beaucoup de temps pour que la Chambre se décide et pour que la Cour de cassation se décide, mais elle se décidera. Si bien que le 3 juin 99, Dreyfus va être déclaré, enfin, on va casser, la Cour de cassation va casser le jugement. Il va être déclaré prévenu, vous comprenez, prévenu, mais non plus condamné, puisque la Cour de cassation casse le jugement de 94.
Il faut qu'il repasse en jugement devant un conseil de guerre. Un deuxième conseil de guerre pour Dreyfus. Celui-là se réunira à Rennes, parce que l'opinion publique est tellement alarmée, est tellement alertée sur l'affaire Dreyfus, que si ça se passe à Paris, il y aura peut-être des bagarres. Alors on a choisi Rennes, loin, en Bretagne, tranquille. Un très long deuxième procès, qui s'ouvrira le 7 août et qui se terminera le 9 septembre 1999. Mais le 9 septembre 1999, alors cette fois, les juges du Conseil de guerre vont se prononcer. Oh, il n'y aura plus d'unanimité. Vous comprenez bien qu'ils ne vont pas démentir leurs camarades, leurs collègues de 1994. Mais enfin, ils seront séparés. Sur les 7 juges, il y en a 5 qui reconnaîtront Dreyfus coupable, il y en a 2 qui diront qu'il est innocent. Alors finalement, Dreyfus sera recondamné, mais avec circonstances atténuantes. Et personne ne comprendra ce que peuvent être les circonstances atténuantes d'une trahison. En réalité, tout était combiné déjà avec le gouvernement et avec l'armée. On allait faire cette espèce de faux jugement de condamnation, parce que 10 jours plus tard, exactement le 19 septembre, le gouvernement va gracier Dreyfus. À la suite de cette grâce va intervenir une amnistie, c'est-à-dire que tout fait connexe en rapport avec l'affaire Dreyfus sera amnistié d'avance, on n'en parlera plus, on passe l'éponge, c'est fini. Dreyfus est gracié, mais il n'est pas réhabilité. Et il veut être réhabilité. Il faudra encore des années. C'est Jaurès qui va s'en occuper grâce au ministère Combes. C'est en 1903 qu'on reprendra le processus de réhabilitation. Deuxième déclaration de la Cour de cassation qui cassera en 1906 le jugement de 99, qui le cassera sans recours, sans report, c'est-à-dire il est cassé, donc Dreyfus est reconnu innocent. Et le 12 juillet 1906, dans la cour de l'école militaire, là où Dreyfus avait été dégradé, eh bien, ce jour-là, devant 4000 hommes de nouveau, il sera décoré de la Légion d'honneur. L'affaire Dreyfus avait duré 12 ans. Nous avions vu l'autre jour une espèce de perspective générale de l'affaire Dreyfus. Maintenant, je voudrais regarder avec vous, dans le détail, certains points intéressants. Première chose, le rôle de Mercier. Vous vous rappelez, je vais expliquer que c'était extraordinaire de voir ce général Mercier, le ministre de la Guerre, qui s'était précipité sur cette affaire Dreyfus, qui avait décidé l'arrestation, qui avait ensuite décidé la condamnation, alors que Dupaty-Clame, l'homme chargé de l'enquête, lui avait dit le 29 octobre, non, il n'y a pas moyen, on ne peut pas poursuivre, il n'y a rien. Alors essayons de comprendre, qu'est-ce qui s'est donc passé chez ce Mercier? Ben, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. Il y en a une qui est banale, qui est courante maintenant, et une autre que l'on sait moins. Première chose, pourquoi est-ce que Mercier s'est si passionnément intéressé à cette affaire? Voici. Quand on dit Mercier aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, François Mauriac parlait de Mercier dans un éditorial, enfin dans un de ses bloc-notes, et semblait confondre le général Mercier avec ce qu'on appelle aujourd'hui un général activiste, un général d'extrême droite. Mais en 1994, lorsque l'affaire va commencer, Mercier est passé au contraire dans le ministère pour un général, comme on dit, de gauche, un général républicain. C'était très facile à ce moment-là de se faire passer pour républicain, il suffisait de pas aller à la messe. Alors un général qui ne va pas à la messe, il était républicain. En outre, je crois qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. Alors, ce Mercier, dans l'équipe gouvernementale, il était détesté, vous savez, il était haï par la droite nationaliste. On cherchait à le faire tomber. Et pendant l'été de 1994, et vous vous rappelez que c'est en septembre que l'affaire va commencer, pendant l'été de 1994, Mercier avait été en but à des attaques forcenées des journaux nationalistes, en particulier parce qu'au milieu de l'été, il avait libéré par anticipation
12 000 hommes du contingent. C'est pas énorme, 12 000 hommes. Mais alors les journaux nationalistes en avaient pris prétexte pour dire il dégarnit la frontière, il est d'accord avec l'Allemagne, enfin c'est un traître. Et il était très embêté, Mercier, il voulait conserver son portefeuille, enfin c'est très humain. Et le ministère lui-même, le ministre, enfin Dupuy, n'avait pas envie de voir son ministre de la guerre renversé parce que tout le gouvernement était par terre si un ministre était jeté par terre. Alors Mercier cherchait tous les moyens de sauver sa situation parlementaire. Et quand, en septembre, le SR lui apporte comme sur un plat d'argent, c'est l'histoire d'un officier juif qui est un traître, mais il se jette là-dessus, peut-être avec bonne foi, en se disant mais ça va me valoriser du côté de la droite. Enfin, ces gens qui me détestent, ils vont dire oh, on avait tort de le détester, il est très bien, il a beau être franc-maçon, enfin lorsqu'il s'agit d'un juif qui a trahi, il n'hésite pas. Bon, alors c'est à partir de ce moment-là que Mercier se dit je vais sauver ma situation parlementaire si je peux arriver à faire condamner Dreyfus. Pas très grave, n'est-ce pas? Pas très grave si Mercier est réellement convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et c'est ce qu'on dit encore beaucoup aujourd'hui. Dans un livre très remarquable, je l'assure, enfin un livre très bien fait, de M. Marcel Thomas, qui a paru un an avant le mien, qui s'appelle L'affaire sans Dreyfus. Thomas dit, oui, Mercier a fait ça parce qu'il voulait sauver son portefeuille, mais enfin il était convaincu de la culpabilité du capitaine. Je peux vous dire, et je peux vous affirmer, et je peux vous prouver, que le général Mercier savait parfaitement que Dreyfus était innocent. C'est une accusation très grave que je porte là, il faut que je la justifie tout de suite. Je vais vous donner deux indications. La première est déjà intéressante, mais n'est pas décisive, et la deuxième est décisive. Première indication. Vous vous rappelez que dans le dossier secret qu'il a communiqué exclusivement au juge, sans que Dreyfus puisse en avoir connaissance, et sans que son avocat, Domange, en eût davantage connaissance. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier secret? Il y avait une certaine petite pièce, une lettre, piquée par le SR, et une lettre qui était de Schwarzkoppen à Panizzardi, l'attaché militaire allemand à l'attaché militaire italien, disant, vous vous rappelez, 6 juin 12, plan directeur de Nice, que ce canaille de D m'a remis à votre attention. Canaille de D. Et D, Mercier disait, c'est Dreyfus. Mais il avait une autre pièce entre les mains, Mercier, une pièce qu'il a cachée au juge militaire. Cette pièce établissait que le nommé D en question, on saura plus tard que c'était un Dubois qui était cartographe à l'armée, ce nommé D touchait 20 francs par plan directeur. Alors tout de même, si Dreyfus avait trahi, Dreyfus qui était riche, il aurait trahi pour une somme un peu supérieure à 20 francs qu'il aurait pris de temps en temps. Ça, c'était le fait visiblement d'un petit espion, d'un petit traître besogneux. Ce n'est pas une preuve décisive. Voilà la preuve décisive. Le 1er novembre 1994, les journaux de Paris donnent pour la première fois le nom de l'officier arrêté. On savait depuis un certain temps qu'il y avait un officier arrêté, on ne connaissait pas le nom. Alors c'est le 1er novembre, à la fin de l'après-midi, quand les journaux de l'après-midi paraissent, vous savez, comme Le Monde aujourd'hui, c'est ce jour-là, en fin d'après-midi, que le nom Dreyfus est répandu dans le public. Alors immédiatement, l'attaché militaire italien Panizzardi envoie une lettre par valise. Vous savez ce que c'est par valise diplomatique, ça personne ne peut les voir. Il envoie une lettre par valise à son gouvernement, à Rome, et il explique, et il dit, nous étions fort inquiets, les Allemands et nous, parce qu'évidemment, on a des hommes en France, on a des traîtres à notre service. On était inquiets en se disant, qui est le Français sur lequel les services français ont mis la main? Maintenant, nous sommes rassurés.